Donc par rapport à mon étude matérielle, je continue bien mon étude sociologique. Mon étude sociologique. Je vais partir étudier un pays. Par rapport à mon étude matérielle. En rapport avec mon étude. Je vais plus vous parler de l'étude par rapport à mon étude. L'étude ethnologique. Mon étude alors. À travers mon étude. Par rapport à l'étude. Je vais faire une étude sur l'étude. Pour faire l'étude. Sur l'étude. Mon étude. Ah les gens, c'est bien toute une construction complexe qu'on se passerait d'étudier. Chaque bavardage, chaque geste, chaque interaction ou encore chaque regard est une source de raisonnement, d'explication, d'origine historique et sociale, à couper le souffle. En tout cas, cela sera une affaire pour moi. Le Pérou est une terre que les chasseurs appelleraient un paradis et que les anges appelleraient un terrain de chasse. Vous allez comprendre pourquoi. Voici des gens, des habitudes, des pantalons, des constructions, des traditions, des réactions, des forêts, des squelettes, ou encore des signes, des techniques, ou encore des pratiques, des valeurs et des morales, des sourires et des paroles. Ainsi seront mes objets d'étude. Là, c'est moi, chargé de coups de soleil et d'une mission de la plus haute pertinence, en terre inconnue, où je vais m'incomber d'une double problématique. Mais passons. Quelle étude ai-je fait pour en arriver là? Quelle étude ai-je fait pour en arriver à l'autre bout du monde? Récit du monde par un jeune invétéré. Première. Bienvenue à tous sur le récit du monde par un jeune invétéré. Vous êtes ici dans le reportage qui concerne l'étude, donc je vais vous parler de mes deux études. Mais avant, j'ai juste envie de revenir sur un point. J'ai toujours su que l'histoire, j'en ferai une étude et j'en ferai mes études et j'en ferai sûrement mon métier plus tard. Je suis tombé dedans littéralement et il y a très peu de chances que j'en ressorte. Parce que partir voyager au Pérou, c'est très beau. À l'autre bout du monde, faire le tour du monde, c'est magnifique. Mais partir étudier, vraiment, c'est la meilleure idée qu'on m'ait donnée. Les sujets sont très simples. Pour l'histoire, on va essayer de montrer ensemble les stigmates de la colonisation espagnole sur l'Amérique latine, de voir quelles ont été les influences depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que c'est une étude qui va se concentrer sur 5 siècles, sur un territoire bien précis et sur un sujet qui va concentrer absolument tous les patrimoines. Donc j'en ai conscience, c'est une tâche qui va me demander d'être très critique, d'avoir un œil très ouvert sur tous les sujets. Il faut que je ne loupe absolument rien. Pour la sociologie, je me suis basé sur un questionnaire. Donc c'est une étude qui est quantitative, c'est-à-dire qui va se baser en fait tout simplement sur les avis des personnes en général et je vais émettre des statistiques. L'objectif, la problématique du sujet de sociologie, c'est de comprendre en quoi les critères socio-démographiques comme l'âge, le sexe, ont une influence sur les identités culturelles. Parce que la sociologie ne s'invente pas. C'est de comprendre chez les Normands, chez les Péruviens, si déjà on peut prouver ce phénomène et en même temps si on peut émettre des comparaisons, c'est-à-dire des divergences et des convergences. J'ai pu récolter 40 questionnaires, 27 français, 13 péruviens, ce qui est plutôt acceptable dans une étude quantitative, un thème que l'on va aborder en 10 points dans ce reportage, mais nous y reviendrons. Tout d'abord, le Pérou se décompose dans ses principales régions géographiques en 3 parties. Il y a le désert côtier, longeant le Pacifique sur environ 3000 km, la cordillère des Andes qui arrive de l'équateur pour repartir au Chili, puis la basse et haute Amazonie disposée en bande parallèle. Les vallées andines offrent avec leur altitude une grande diversité écologique et climatique. Pour vous dire, parmi les 104 zones de vie existant dans le monde, le Pérou en compte plus de 80. Il contient le plus grand nombre d'oiseaux, d'espèces végétales et de mammifères au monde, rien que ça. On y retrouve des climats de toutes sortes, aux tempêtes d'El Niño à des forêts sèches. Son plus haut sommet, le Huascarán Sud, fait 6768 mètres et son plus profond ravin fait plus de 3000 mètres de profondeur. Et si Charles de Gaulle a eu du mal à gouverner un pays avec 246 sortes de fromages, je vous laisse imaginer un pays riche de 4200 variétés de pommes de terre et 55 types de maïs.
Loin de moi l'idée d'évoquer un déterminisme géographique absolu, quand on parle de l'inexistence de civilisations complexes dans cette région, on peut tout de même dire que la géographie y joue une part. D'un point de vue historique, au Pérou, au commencement, il n'y avait rien, ou plutôt on considère que la civilisation n'existait pas, car il n'y avait pas de système d'écriture. La conception de l'histoire changeant avec l'histoire elle-même, on considère à présent que les premières civilisations sont apparues en moins 3700 avant Jésus-Christ. Les premières traces de poterie remontent entre 2200 et 1800 ans avant notre ère, très important car il correspond à l'émergence des premières sociétés avec le début de la sédentarisation au Pérou. De très nombreuses civilisations vont se constituer dans le sens où une tribu va assouvir celle voisine. Autour de 1800 et 200 avant notre ère, on va avoir une intensification des interactions sociales autour de grands centres de culture, je pense notamment aux civilisations Olmec ou Cupisniques. Elles possèdent des cultures très variables, mais possèdent comme particularité de reposer sur l'agriculture et l'élevage. Passage à des civilisations qui vont s'installer partout sur les côtes et les Andes, spécialiste dans l'architecture monumentale, culturelle et administrative pour la civilisation Lambayeque ou les Chimús, qui construisent de véritables villes. Par des guerres et des jeux d'alliance, les Incas, apparus vers 1110 de notre ère autour du lac Titicaca, finissent par conquérir avec le règne de Pachacútec vers 1465 l'ensemble de ces civilisations pour former un territoire d'une taille jamais vue en Amérique centrale et du Sud, équivalent à l'Équateur, le Pérou et la Colombie d'aujourd'hui, autrefois appelé Tahuantinsuyo. D'un point de vue technologique, agricole, administratif ou encore artistique, la civilisation Inca s'érige aussi comme première puissance jusqu'à l'arrivée de certains Espagnols, marquant très probablement le plus gros point de choc civilisationnel que connut l'humanité. C'est d'ici et de cette époque que nous allons partir. L'objectif que je me suis fixé initialement pour cette étude historique, ça a été de voir le patrimoine matériel, donc on peut supposer comme étant l'architecture, la gastronomie, mais je me suis très vite rendu compte que c'était très réducteur comme sujet. Donc je me suis intéressé finalement à tout ce qui englobait le patrimoine, qu'on pourrait nommer finalement culturel. L'objectif de toute façon, il présuppose bien qu'il y a une influence, et tout le monde le sait, des hispaniques en Amérique latine. Mais l'objectif réel est là, c'est de comprendre dans quel domaine et dans quelle mesure, sur les 5 derniers siècles, on a pu avoir une influence. Quand on parle de l'histoire, quand on parle du patrimoine culturel, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il en reste par rapport évidemment à ma problématique. Et quand je suis arrivé au Pérou, j'ai cherché les traces les plus évidentes des Incas. Et en première partie, je vais vous parler du patrimoine naturel. Ce qu'il faut savoir avec le patrimoine naturel, c'est que de par la géographie expliquée précédemment, on a une géographie qui est très difficile pour l'humain de se mouvoir, de bouger, ce qui fait qu'on a une conservation absolument géniale au Pérou. De fait, quand je suis allé à la rencontre de ce patrimoine naturel, que ça soit dans les montagnes, dans des très hautes altitudes ou alors dans les forêts, c'est très intéressant pour moi de constater que les Espagnols finalement n'avaient eu que très peu d'influence sur le territoire. On a eu des constructions de routes, des constructions de grandes villes, mais comparé à la civilisation Inca, ça n'a pas été un bouleversement total. Au contraire, ces 5 derniers siècles et jusqu'à la révolution industrielle commencée au XXe siècle au Pérou, le paysage naturel n'a pas été bouleversé. Ça a été très intéressant de constater que finalement, à travers tout ce que j'ai pu étudier, seul le patrimoine naturel restait ici. Ensuite, je me suis intéressé au patrimoine religieux. Je suis donc parti du plus évident comme patrimoine. Je l'ai observé, j'ai parlé à beaucoup d'habitants sur leur interaction, sur leur relation finalement avec leur patrimoine religieux. Il y a une majorité de croyants, c'est un pays de croyants et c'est d'ailleurs très intéressant de comparer cela à la Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les églises sont absolument partout. Par exemple, à Cusco, il y avait 7 églises et une cathédrale rien que dans le centre-ville. Ils n'ont absolument pas les mêmes mentalités que nous. Ils sont très croyants et si vous n'êtes pas croyant, c'est un peu comme si vous êtes végétarien là-bas et que tout le monde mange de la viande. C'est assez compliqué, ils ne comprennent pas pourquoi, parce que dans leur histoire... Donc bien sûr, la conclusion qu'on peut en faire, et que de toute façon j'avais bien anticipé, c'est que les hispaniques ont eu une influence gigantesque. Et ça s'explique à des fins religieuses, mais aussi tout à fait politiques, parce qu'on avait besoin d'assouvir un contrôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Cusco, le centre névralgique de toute la culture, point de naissance des Incas à Cusco, est bardé de croyants et de religieux
catholiques. C'est d'ailleurs, ça a été un moyen pour eux d'assouvir leur pouvoir, ce qui explique finalement que la proximité culturelle des Incas n'influence pas forcément la proximité religieuse des Incas. C'est même le contraire, puisque plus les Incas étaient présents, plus les Espagnols ont fait en sorte d'insuffler la culture ici religieuse des Espagnols. En troisième partie, nous allons voir le patrimoine architectural qui est très intéressant, puisque en fait dans les centres-villes, nous allons voir en fait une organisation de la ville qui est très hiérarchisée, c'est-à-dire que les Espagnols vont reprendre les villes des Incas, vont reprendre leurs pierres, vont refaire des rues bien droites. Et finalement, ils ne font que reprendre l'organisation des villes des Incas, vont reprendre les pierres des Incas, mais vont les surmonter par des matériaux tout à fait classiques du style architectural ibérique. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut retrouver des bâtiments Incas qui ont la caractéristique d'être en pierre, dans des grosses pierres, des pierres très rondes, mais ce sont souvent des vestiges. Tout a été détruit. Les seuls bâtiments qui ont été donc repris, ça a été des bâtiments de forte puissance d'influence, par exemple les mairies, les églises, les écoles militaires, les écoles de pompiers, bref, tous les bâtiments relatifs à la politique et à l'économie sont des bâtiments coloniaux, c'est-à-dire qu'ils se caractérisent par des grands balcons en bois noir, des tuiles, des murs blancs, et à la base de la base, nous avons en fait un socle de pierre Inca qui ont été repris. Donc c'est un moyen de montrer la domination, mais surtout l'utilisation de ces bâtiments qui sont des bâtiments de pouvoir, servent à insuffler une influence auprès des Incas durant tous ces siècles. Et en fait, on retrouve aujourd'hui que par tradition, ces traditions ont été conservées telles quelles, mais finalement, qu'est-ce que la culture au Pérou ? En quatrième partie, nous allons voir les modes de vie. Les modes de vie au Pérou sont très hétérogènes. On va avoir des personnes dans les villes qui vont avoir un modèle très mondial, de surconsommation, des personnes assez stressées, dans un monde finalement assez anxiogène, tout bouge très vite. C'est exactement comme on peut retrouver dans toutes les villes au monde aujourd'hui. Les périphéries urbaines sont assez gigantesques et sont construites finalement dans des matériaux très pauvres, et l'exode rural a été si rapide, la prospérité économique avec, que les rues en fait ne sont absolument pas construites, et c'est un essor tout à fait gigantesque, et on en reparlera sûrement dans 20 ans, de comment le Pérou a réussi à évoluer dans toutes ces périodes. Et finalement, je suis arrivé dans une période très transitoire dans l'histoire urbaine du Pérou, puisque encore aujourd'hui on a un exode rural très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lima, à la capitale, on a un tiers des habitants de tout le Pérou, mais ça continue d'augmenter. Et les périphéries urbaines, pour revenir sur l'organisation des villes, sont très pauvres, mais en même temps héritent de ce patrimoine, on pourrait dire d'un modèle importé d'Europe, puisqu'ensuite il va être importé dans le monde entier, ce qu'on va appeler la mondialisation au XVIe siècle, c'est-à-dire que le mode d'organisation de la ville ne vient que de l'influence européenne. Alors que j'ai retrouvé dans les campagnes, chez les Quechua, qui sont le peuple natif du Pérou, un mode d'organisation totalement disparate, désorganisé, mais qui est tout à fait symptomatique de la culture de base du Pérou qu'on pourrait appeler Inca. Enfin, le dernier point qu'on va aborder, c'est un point qui est politique. Le point que je trouve le plus intéressant parce que c'est le plus symptomatique de toute cette influence ibérique. C'est-à-dire qu'au moment de la colonisation, au début du 19e siècle, les Péruviens ont cherché à avoir une politique commune, à créer une nation, c'est-à-dire un imaginaire où les gens se sentent appartenir. Le problème étant que durant 3 siècles, Tahuantinsuyo, la nation Inca d'origine, sont devenues des nations différentes. Le Pérou, en fait, s'est donc cherché une identité entre les Incas et les Espagnols, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de stigmates, que je vous ai parlé par exemple religieux, entre la civilisation ibérique et la civilisation Inca. Et le Pérou a énormément de mal, ce qui fait qu'aujourd'hui, il va poser à la fois des statues rendant hommage à des personnages historiques des Incas et des Espagnols. Mais aujourd'hui, on remarque que ce qu'il cherche surtout, c'est à faire ressortir, une centaine d'années plus tard, des héros de la colonisation. Il a eu pour problème, en lançant une politique pour le tourisme, Les années 90, ils se sont dit, ah ouais, ils se sont dit, si on construit tout un tas de monuments Inca, on va réveiller une fierté et une envie de nationalisme Inca trop fort. Instabilité, renversement. Et ce mouvement est contrecarré depuis une trentaine d'années, donc, rendant hommage aux héros de l'indépendance péruvienne.
Ce qui fait que finalement, le gouvernement, il a le cul entre deux chaises. Parce qu'il se doit de créer une nation péruvienne. Et c'est très récent, c'est à moins de 2 siècles. L'État essaie de créer une nation. Parce qu'une nation peut vivre sans État. Une communauté peut avoir le sentiment, mais un État a besoin de sa nation pour survivre. Et c'est ça. Il a du mal, malgré toutes les propagandes nationalistes qu'on peut trouver, on a quand même du nationalisme inca qui revient parce que les Incas n'oublient pas. J'ai pu parler à des dizaines de personnes, voire des dizaines d'affiches politiques qui montraient qu'un nationalisme inca existe et est assez puissant. Alors en conclusion sur cette étude historique, je ne vais pas donner de chiffres, je ne peux pas donner de chiffres et c'est bien d'ailleurs là une des limites. Je ne peux pas quantifier mon travail, je ne peux pas donner un pourcentage finalement de quelle a été l'influence ibérique sur la civilisation inca. Je ne suis pas non plus allé partout au Pérou. Cependant, je peux dire qu'à travers le patrimoine naturel, architectural, religieux, les modes de vie ou encore par la politique péruvienne, on voit que tous ces éléments sont très symptomatiques dans la société de l'influence ibérique. Le système politique, les organisations citadines, l'histoire du Pérou, l'industrialisation fait qu'aujourd'hui les Incas sont très minoritaires et pourtant ils ne sont pas négligeables du tout. Mais ils sont négligés. L'histoire du Pérou aujourd'hui n'a absolument pas donné ce privilège d'avoir une population qui se sent unifiée. On a une véritable cassure historique il y a 5 siècles qui se ressent toujours aujourd'hui. Et ça a été un de mes premiers chocs dans mon étude, c'est de constater que chez les Quechua, ce qui s'est passé il y a 5 siècles, c'est aussi passé hier. Non, pour l'étude sociologique. Donc, on est là pour prouver que l'âge, le sexe et d'autres critères sociodémographiques ont une influence sur les représentations à la fois culturelles, géographiques, politiques et sociales. Bien sûr, toujours en comparant à la fois les Normands et les Péruviens. Je vais tout d'abord commencer par vous évoquer les difficultés et les limites, parce que quand on parle d'une étude sociologique, on s'imagine que on va devenir sociologue tout d'un coup, mais absolument. J'ai un problème avec les témoignages de Normands, c'est qu'ils sont très homogènes. J'ai partagé ça notamment sur Internet, sur mon site et sur Facebook. Au Pérou, je n'ai pas eu ce problème, mais le fait est que j'ai 2 fois moins de questionnaires, d'où les difficultés d'aller parler à des populations au Pérou qui sont très marginalisées. Je suis allé dans des endroits où il ne voit presque jamais de voyageurs. Je pense notamment chez les Quechua, je pense dans les quartiers très très populaires où je suis allé, j'étais vraiment le seul blanc. Et c'est aussi une population qui, de par son histoire dans la société, en fait, ont un peu de mal à côtoyer les grands hommes blancs et sont assez impressionnés, se mettent à un stade inférieur, ce qui est très gênant d'interviewer finalement des personnes comme ceux-là. Alors je vais essayer d'être très simple. Mes résultats sont 10 points que j'ai nommés de Lima à Paris, 10 points de sociologie. Ce sont des analyses d'abord convergentes puis divergentes entre les populations. Tout d'abord pour le critère lieu de vie. C'est-à-dire que dans le critère sociodémographique, j'ai demandé aux personnes si elles habitaient en ville ou à la campagne. Et j'ai remarqué une chose, que ce soit au Pérou ou en France, le lieu de vie, ville, campagne, va avoir un impact considérable sur ta représentation. Une personne habitant en ville, une personne qui est en contact avec le monde, qui a des voies de communication terrestres et électroniques, si je puis dire, avec le monde, va avoir une représentation géographique beaucoup plus large, alors que quelqu'un qui va être excentré des villes, excentré des personnes et des voies de communication, donc les personnes qui habitent à la campagne, vont avoir une représentation géographique régionale, citadine. Le deuxième point de convergence entre la population normande et péruvienne, il est très simple. C'est que l'âge, le critère social démographique âge, n'a aucun impact sur aucune représentation. Cet critère d'identité, je n'ai trouvé aucun facteur de corrélation avec l'âge. Ensuite, j'ai remarqué un point de convergence entre les Péruviens et les Français. Tout d'abord, le lieu de géographie, c'est-à-dire si une personne, comme avant, habite en ville ou à la campagne, a un facteur très net sur les représentations du patrimoine. J'ai demandé à des personnes quelle était leur première image quand ils avaient l'idée de patrimoine, la majorité ayant répondu un patrimoine matériel. Je vous explique. Les personnes ayant une représentation plus matérielle du patrimoine sont des personnes qui habitent en ville, car en se détachant de la campagne et des traditions familiales, ils s'exercent à une pression sociale, à des infrastructures qui sont assez récentes. Ils sont face à du matériel. Toutes les relations finalement sont matérielles, sont très monétaires, très mercantiles.
alors que pour les habitants de la campagne, c'est majoritairement un patrimoine immatériel, car finalement les relations sont dématérialisées elles-mêmes. On est beaucoup plus fixé sur des traditions, c'est pas qu'elles sont beaucoup plus grandes que celles des gens en ville, c'est juste qu'il y a une balance entre les infrastructures matérielles et les infrastructures immatérielles. À la campagne, les relations sont dématérialisées. Les personnes sont beaucoup plus interdépendantes, c'est-à-dire qu'elles se soutiennent physiquement, moralement. Il y a des relations dématérialisées, désintéressées pourrait-on dire. Un autre facteur commun entre la population péruvienne et normande, c'est que le niveau d'études va avoir une influence gigantesque sur les identités géographiques. Mon analyse est là. Une personne avec un fort niveau d'études est souvent une personne qui habite en ville en raison des centres universitaires, car la ville est aussi un endroit où on concentre le travail. Et d'après ma précédente analyse, les personnes en ville sont beaucoup plus en proie aux voies de communication, une identification au monde beaucoup plus forte. On peut aussi partir du postulat imaginaire qu'un bas niveau d'études est une personne avec des basses qualifications qui va avoir de faibles rémunérations, de ce fait moins voyager, à la différence d'une personne qui a de fortes qualifications et une forte rémunération qui va pouvoir voyager, être en communication avec le monde. Parce que chez les bac et bac moins, on va avoir des personnes qui s'identifient beaucoup plus à leur région. Changement de plan. Finalement, on a remarqué dans un critère de convergence entre les deux populations que l'âge avait une signification dans les identités à propos de l'idée du patrimoine. Il s'est avéré que les populations les plus âgées ont une idée du patrimoine beaucoup plus immatérielle que les jeunes. Cela s'explique chez les personnes âgées, une accumulation du savoir, une accumulation des traditions est beaucoup plus importante. Chez les jeunes, on recherche surtout un patrimoine matériel, vu qu'on en est assez dépourvu, et chez les personnes plus âgées, on recherche un patrimoine plus identitaire, plus culturel, et on cherche en fait à transmettre, à partir dès le moment où on a des enfants, on cherche à transmettre. J'ai aussi remarqué, dans un critère de convergence entre les deux populations, que la situation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes divorcé, a une énorme signification sur les représentations culturelles. Mais aussi, j'ai constaté 3 analyses divergentes entre la population du Pérou et celle normande. Tout d'abord, le sexe et le niveau d'études a une influence certaine sur l'idée du patrimoine. Cependant, ce n'est pas la même entre les deux populations. Le sexe ne va avoir aucune influence en France, alors qu'au Pérou, la différenciation genrée étant beaucoup plus importante, on va aussi avoir une représentation culturelle beaucoup plus différente, hommes et femmes, seulement au Pérou. Au Pérou, le niveau d'études est un facteur beaucoup moins influent dans les types de patrimoine. Au Pérou, il n'y a pas tant cette importance du niveau d'études et c'est ainsi un facteur beaucoup moins influent dans les représentations du patrimoine. Ensuite, on voit que le critère social démographique nationalité a un impact considérable sur les représentations politique, ici républicain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Pérou, c'est aussi une république, tout comme la France, mais leur histoire totalement différente font qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas les mêmes principes républicains qui ressortent. Par exemple, au Pérou, les principes républicains ne sont absolument pas les mêmes que chez les Français. Enfin, on sait qu'un facteur divergent entre la population française et péruvienne ont un impact dans la nationalité sur les identités de classe. Par exemple, au Pérou, l'identité de classe dans l'histoire qu'on la connaît aujourd'hui en France n'existe absolument pas. Par exemple, beaucoup de personnes se définissent au Pérou comme des travailleurs, alors qu'en France, on n'a pas du tout la même image. D'après la nationalité que tu as, selon l'histoire du pays, on va avoir finalement un système de mentalité absolument différent quand on parle de classe sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pérou, il n'y a absolument pas ça. Pour vous dire, les communistes sont bannis depuis plusieurs décennies de la politique péruvienne. En conclusion, on peut dire qu'en effet, j'ai réussi à prouver que certains facteurs socio-démographiques ont une influence sur des identités culturelles, comme j'ai rappelé, géographique, politique, patrimonial, pour le patrimoine hydrographique et éolien du Pérou. Tout d'abord, il faut que je vous présente l'association des Moulins, qui est une super association, le nom s'affiche ici, qui m'a permis d'avancer dans mon projet. Et pour les remercier, j'ai fait une petite étude que vous pourrez voir très bientôt s'il n'est pas déjà paru. Alors, ce qu'il faut savoir au Pérou, c'est que le patrimoine éolien n'existe pas. Il n'est absolument pas dans la culture, dans l'histoire du Pérou. Cependant, aujourd'hui, on voit que les Péruviens sont beaucoup plus avancés dans les énergies renouvelables, beaucoup plus que je ne pensais. Quand on parle d'éolien, là-bas, on ne parle pas de moulins, on parle d'éoliennes. On ne parle pas de production agricole, on parle de production industrielle. Et j'ai vu cette différence de mentalité qui est absolument merveilleuse, puisqu'en France, on n'a pas la même histoire, ce qui implique un patrimoine tout à fait différent. Ils sont
très basé sur l'éolien. Puis dans le patrimoine hydrographique, là on peut dire que c'est un héritage au Pérou très fort, puisque le Pérou est bardé de rivières, qui lui offrent au final un réseau fluvial absolument gigantesque que les civilisations qui se sont perpétuées durant les siècles et les siècles au Pérou ont pris à leur avantage, ce qui fait que la civilisation Inca était la civilisation la plus avancée dans les systèmes d'irrigation. Et donc pour faire une conclusion générale sur toute mon étude, pour rappel, ça a été un cadeau immense qu'on m'a donné quand on m'a donné cette idée de faire une étude. Je n'y pensais absolument pas, mais ça vous fait prendre un sens à votre voyage. Ça fait que tous les matins, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir la force de vous réveiller parce que vous allez avoir la force de continuer votre étude. Ce qui compte, c'est de donner du sens à ce que vous faites, à vos idées, de prouver quelque chose. Et enfin, bien évidemment, des remerciements gigantesques, que ce soit les collectivités de la Normandie, du département, des associations comme le CRIJ, qui me permet de tourner ça en ce moment. Il y a eu des associations géniales comme Zelidja qui m'a donné l'idée de faire une étude, qui m'a fourni une communauté, des gens absolument géniaux qui ont fait le tour du monde. Je remercie infiniment les collectivités du département et de la Normandie qui m'ont financé tous les deux à hauteur de 500 €. Quand on sort d'un projet, on a très peu de connaissances, on a besoin de s'entourer de personnes. L'association des Moulins qui m'a offert énormément de conseils, une aide, c'est eux qui m'ont permis d'avoir par exemple la bourse du département. Ils m'ont offert énormément de conseils, de la visibilité sur leur site internet. J'ai aussi pu participer à une conférence. Et enfin, je tiens à vous remercier, vous, la communauté qui me suit, vous qui m'avez donné le courage de tous les soirs travailler des heures et des heures, de faire des nuits blanches, de se coucher à 2-3 heures du matin. Ça se voit que je pleure là. Merci.